La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Monsieur Collombat, bonsoir. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, je voudrais d'abord remercier Jean Puech d'avoir posé cette question orale, tout particulièrement d'avoir osé parler de statut, mot devant lequel tous les gouvernements ont jusque-là reculé, même si la guerre de tranchées menée par les élus locaux leur a incontestablement permis de s'en rapprocher. Il leur aura fallu attendre la loi du 24 juillet 1952 pour obtenir le premier et miséreux régime indemnitaire, 20 ans de plus, 1972, pour bénéficier d'une maigre retraite d'agents non titulaires des collectivités, et malgré le rapport de Barge et la loi fondatrice de mars 1982, ils patienteront 20 ans de plus pour voir la loi de février 92 réaliser d'autres progrès en matière de disponibilité, de couverture sociale et de formation. 10 ans encore, et la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permettra de franchir un autre pas s'agissant du régime des autorisations d'absence, des crédits d'heures et congés pour cause d'élection, des remboursements de frais et indemnités, mais assorti de la fiscalisation de ces dernières, créant ainsi incidemment une recette pour l'État, s'agissant de la formation, de la facilitation du retour à la profession en fin de mandat, mais seulement pour les maires et adjoints des communes d'au moins 20 000 habitants, les autres attendent, s'agissant de la couverture sociale et, avec un grand vide, la retraite. Alors, le métronome de la réforme étant réglé sur 10 ans, voire sur 20, devra-t-on attendre 2012, 2022 pour que soit créé un véritable statut de l'élu local? Sur le versant des obligations, cette fois, la loi d'avril 2000 a réduit les possibilités de cumul des mandats, mais en laissant les mandats intercommunaux, dont l'importance n'est plus à démontrer, les présidences de tous les conseils d'administration, sociétés d'économie mixte et organismes paramunicipaux, le mandat de maire des communes de moins de 3 500 habitants hors de son champ d'application. Cela a permis bien des accommodements avec les principes. Alors cet ensemble de mesures non négligeables, mais disparates, constitue-t-il pour autant un véritable statut de l'élu local, pour reprendre les termes de la question de Jean Puech? Évidemment non. D'ailleurs, il n'est question de statut dans aucune loi. La loi Galland de 1987 inaboutie, le projet Galland de 87 inabouti parlait de charte. La loi de 92 de conditions d'exercice des mandats locaux. La loi de 2002 relative à la démocratie de proximité parle de démocratisation des mandats locaux. Bien d'autres termes ont été utilisés dans les débats qui les ont précédés ou accompagnés. Je pense par exemple à cette résolution du 69e congrès de l'Association des maires de France qui parle de règles d'exercice du mandat municipal. Ces palinodies sémantiques ne sont pas innocentes. Elles renvoient à l'absence de définition claire du statut juridique des collectivités locales. La nature juridique des collectivités locales n'étant pas claire, le statut de leurs élus ne peut l'être. On contourna donc la difficulté. Toute la question, en effet, est de savoir si les collectivités locales, je pense surtout aux communes, sont de simples organes administratifs, un peu particuliers certes, mais uniquement administratifs, de savoir au contraire si elles ne sont pas d'abord et fondamentalement les cellules de base de la démocratie et donc, qu'on le veuille ou non, des entités politiques d'un certain type tout autant qu'administratives. C'est seulement dans ce cas que la reconnaissance de l'autonomie locale, qui a mis 22 ans pour être assumée, comme l'a rappelé Jean Puech, et la création pour leurs élus d'un statut, c'est seulement dans ce cas-là que ça prend un sens. Sorti de là, le problème n'est que fonctionnel et se limite à définir le moyen le plus efficace d'administrer. Décentralisation signifie alors simplement déconcentration, quelle que soit la gymnastique intellectuelle qu'on enrobe ce distinguo. Personne n'ignore que depuis leur création révolutionnaire, par la Révolution,
les communes sont des entités politiques. Et que nous connaissons tous par cœur cette citation de Tocqueville, « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans l'institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre. Elle n'a pas l'esprit de liberté. » On continue cependant, ces communes, à les penser dans des termes du jacobinisme de stricte observance, ici lui-même d'une conception absolutiste de la souveraineté. Ne pas le reconnaître, c'est s'interdire de régler deux questions essentielles, celle des indemnités, celle de la responsabilité pénale des élus. Si la collectivité locale est une simple entité administrative, l'élu ne peut recevoir une indemnité lui permettant de se consacrer à plein temps à son mandat sans devenir une sorte de fonctionnaire ou de contractuel, qui est le terme qu'utilise le rapport de Pierre Mauroy. Michel Giraud, alors président de l'Association des maires de France, le disait clairement, qui dit statut dit fonctionnalisation. Et le Code général des collectivités territoriales le confirme indirectement, ça a été rappelé tout à l'heure, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Ces fonctions gratuites sont cependant pour certaines indemnisées en contrepartie d'on ne sait quoi, et pour ajouter à la confusion, ces indemnités sont fiscalisées, signe qu'elles sont bien un revenu. Certes, les contradictions juridiques n'empêchent pas de vivre. Elles peuvent cependant être gênantes. Gênantes parce qu'en refusant de reconnaître que l'élu local n'exerce pas la fonction éminemment politique de représentant de ses concitoyens, concitoyens au nom desquels il agit, on s'interdit de lui réserver le statut pénal correspondant à sa situation réelle. Plus exactement, d'un côté, on tient compte de la spécificité de sa fonction pour aggraver les peines qu'il encourt en cas de délit intentionnel en rapport avec sa fonction. D'un autre, on ne veut pas en entendre parler, s'agissant d'accorder qu'il n'est pas un professionnel, recruté au mérite, à la compétence, au diplôme ou sur liste d'aptitude, en cas de délit non intentionnel pour des fautes non détachables du service. Pas question non plus de lui concéder qu'il n'agit pas en son nom propre et au nom d'un intérêt particulier, mais au nom de la collectivité et de l'intérêt général. Au motif de l'égalité devant la loi, sont mis sur le même plan les maires responsables de tout et le citoyen responsable de lui-même seulement. Sauf à limiter son ambition à compléter le catalogue des dispositions existantes, la loi qui créera le véritable statut de l'élu local, que nous appelons de nos vœux, doit trancher ce débat difficile. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'elle ignorera les mesures concrètes qui permettront de parfaire le dispositif existant. Je vous livrerai donc quelques propositions auxquelles les plus maltraités des élus, je pense aux élus ruraux, tiennent particulièrement en les regroupant autour de trois principes. Premier principe, principe de disponibilité. La disponibilité conditionne la possibilité même de l'action de l'élu et l'autonomie de ses décisions. Elle suppose des indemnités et une liberté temporelle suffisante. Indemnités. Elles doivent être d'un niveau suffisant, quelle que soit la taille de la commune, et sur ce point, je suis en désaccord avec Jean Puech. Contrairement à ce qu'il affirme dans son rapport, il n'y a aucune logique à ce que le régime des indemnités dépende des seuils de population. C'est à la page 55. L'argument financier ne tient qu'en acceptant l'existence d'une démocratie à plusieurs vitesses et en refusant que cette démocratie ait un coût, éventuellement supporté par l'ensemble de la collectivité nationale. L'argument de la proportionnalité des charges de la fonction à la taille de la collectivité tient encore moins. Si la charge est proportionnelle à la taille de la commune, elle est aussi inversement proportionnelle aux moyens dont le maire dispose pour y faire face. La logique voudrait donc que l'on détermine un seuil minimum de moyens d'exercice du mandat municipal en deçà duquel ne pas descendre, et aussi que l'on resserre l'éventail des strates de communes dans l'appréciation de ces charges. Par ailleurs, les indemnités ne devraient pas être laissées à l'appréciation des conseils, mais devenir des dépenses obligatoires. Indexer les indemnités sur la grille de celles des parlementaires, comme le proposait déjà le rapport de Barge, serait une manière symbolique de reconnaître que les élus n'appartiennent pas au personnel administratif, même non titulaire, de la collectivité. La création d'une indemnité compensatrice ou, au choix, un crédit d'impôt pour charges de famille
faciliterait l'accès des femmes actives aux fonctions électives, problème